à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes ravis Bonjour. de vous retrouver avec deux invités de prestige aujourd'hui pour cette visioconférence de Ponant. Alors, tout de suite, on peut déjà se présenter. Vous me connaissez, moi je suis Anna Attali, j'interviens sur les visioconférences qu'organise Planète Croisière. Et nos invités de prestige aujourd'hui, ce sont Gilles Bragard, qui est secrétaire général et fondateur du Club des chefs des chefs. Bienvenue Gilles Bragard, merci de votre présence. Et Merci. Philippe Blanchard, qui est directeur des croisières corporate chez Ponant. Vous nous expliquerez, Philippe Blanchard, quel est votre rôle exactement et vous allez pouvoir intervenir tout au long de cette visioconférence pour nous en dire plus sur les croisières thématiques notamment. Bienvenue à vous aussi. Merci Anna, bonjour à toutes et tous. Avant d'aller plus avant dans cette visioconférence, je vous rappelle l'essence de Planète Croisière. Pourquoi choisir Planète Croisière? Tout simplement parce que c'est une agence humaine, à taille humaine, et qui a qui met la satisfaction client au cœur de son travail au quotidien. Donc, c'est l'agence Internet avec la meilleure satisfaction client. Les avantages de réserver auprès de Planète Croisière, c'est donc une agence spécialiste de la croisière, 100% française et à taille humaine, qui propose un service personnalisé de suivi des dossiers depuis plus de 20 ans et un accompagnement sur mesure. C'est-à-dire que au-delà de la réservation de croisière, il y a un conseil, il y a aussi la possibilité de prendre des vols, des transferts, de s'occuper des formalités sur des voyages un peu compliqués. Elle propose, cette agence, des rencontres comme celle-ci et des événements exclusifs chaque mois avec différentes compagnies de croisière. 2 bureaux existent pour Planète Croisière. Le premier est à Roubaix et le deuxième juste en face du port de Nice, 7 place de l'Île de Beauté. Donc, c'est une agence Internet, mais sur rendez-vous, vous pouvez éventuellement rencontrer nos équipes à Nice essentiellement, nos équipes commerciales. Pour cette visioconférence, nous bénéficions d'une offre exclusive qui est de 150 € de crédit bord qui seront offerts aux 10 premières réservations à l'issue de cette visioconférence. Donc, les 10 premières réservations d'une croisière Ponant bénéficieront de 150 € de crédit à bord. Vous avez le numéro qui s'affiche, le 03 20 01 65 65. Nous vous invitons évidemment à nous contacter dès que vous aurez vu cette visio et que Gilles et Philippe vous auront donné envie de partir sur une prochaine croisière Ponant. Voilà pour cette petite présentation. Je vous mets à nouveau le numéro et nous allons tout de suite rentrer dans le cœur du sujet avec nos deux invités. Donc pour cela, je vais changer de présentation. Et nous allons retrouver la présentation de Ponant. Et on commence tout de suite avec vous, Gilles Bragard, notre invité spécial. Vous êtes Gilles Bragard, le fondateur du Club des chefs des chefs. Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants. Vous avez un parcours passionnant. J'ai pu en lire quelques lignes. Et vous avez toujours été dans les métiers de bouche. C'est-à-dire que je crois que vous êtes le créateur de la première veste de grand chef. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. C'était cette veste que j'avais imaginée à l'époque pour mon ami Paul Bocuse, puisque c'était lui qui avait révolutionné un peu la cuisine, fait en sorte que les chefs aillent en salle, deviennent des personnages médiatiques. Et je pensais qu'il fallait qu'ils aient aussi un vêtement qui soit digne un peu de leur talent. Jusqu'à présent, les vestes de cuisine étaient surtout un vêtement de protection et nous avons essayé d'en faire un vêtement de prestige. Donc, c'est comme ça qu'est née cette veste grand chef en coton d'Égypte avec des boutons faits à la main. Et Paul Bocuse a été mon parrain pour le lancement de cette veste et l'a fait connaître dans le monde entier, ce qui m'a donné la chance de connaître beaucoup de grands chefs à travers la planète. Donc ça, c'était dans quelle période? Les années 70, comme ça? Oui, c'était 1975 exactement. Donc, vous voyez, c'était
C'était il y a quelques Vous années. étiez précurseur déjà. Et en 1977, donc 2 ans après cette formidable expérience, vous décidez de fonder le Club des chefs des chefs. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Qu'est-ce que c'est que ce Club des chefs des chefs? Donc, comme je vous l'ai dit, j'avais la chance de connaître pas mal de grands chefs dans le monde, dont le chef de l'Élysée, le chef de la Maison Blanche et quelques cuisiniers de chefs d'État. Et je m'étais rendu compte que tous ces chefs qui ont un rôle très particulier dans la gastronomie ne se connaissaient pas et ne s'étaient jamais rencontrés, alors que leurs patrons, les chefs d'État, se réunissaient dans les G7, G20. Il faut quand même savoir aussi que le G7 était une invention française. C'est le président Giscard d'Estaing qui avait convoqué le premier G7 à l'époque. Donc j'ai invité 7 cuisiniers de chefs d'État pour un dîner mémorable chez Paul Bocuse à Collonges au Mont d'Or. Et je dois dire que l'atmosphère était assez extraordinaire puisque ces cuisiniers, comme je vous disais, font un travail très particulier et étaient ravis de se rencontrer. Ils ne se connaissaient pas, mais ayant le même métier, ayant les mêmes problématiques. Et l'ambiance était tellement extraordinaire que j'ai pensé que ça ne devait pas être juste un dîner, mais qu'on pouvait créer quelque chose de plus récurrent. Donc, j'ai proposé au chef de faire une petite association qu'on a appelée, c'est venu comme ça, sans réfléchir, le Club des chefs des chefs. Donc, le club... Mais c'est super, rien que le nom déjà, je trouve que c'est une trouvaille. Voilà. Et donc, on a décidé de se revoir chaque année dans un pays différent, à l'invitation d'un des chefs. Et voilà comment est né ce club. On a créé tout de suite une association à but non lucratif pour animer toutes ces réunions. Et je dois dire que le club s'est progressivement étoffé, avec bien sûr des règles qui sont très strictes, puisque pour faire partie de ce club, il faut être cuisinier en fonction du chef d'État de son pays. Donc, ce qui nous fait dire que c'est certainement le club gastronomique le plus exclusif du monde, puisque nous avons un seul chef par pays, et que dès qu'un chef quitte son job, il quitte le club et c'est son remplaçant qui prend la place. Donc voilà un peu comment fonctionne ce club. Donc au fil des années, donc le club c'est un peu élargi, et au début des années 80, nous avions une réunion en Suède et le chef me dit, tiens, le roi de Suède, le roi Carl XV Gustave, qui est un grand gastronome, souhaitait rencontrer les chefs. Donc nous avons été reçus dans son palais, et c'est ce qui a donné un peu les lettres de noblesse au club, puisque la tradition a été établie à partir de ce moment-là, que dans tous les pays où nous nous rendons chaque année pour notre grande réunion, le chef d'État reçoit les chefs des chefs. Donc ça a donné le plaisir et l'honneur d'être reçu par les grands de ce monde, à la Maison Blanche 3 fois, la première fois par le président Reagan, vous voyez, ça remonte à quelques années, dans le bureau ovale. Donc j'étais fier d'emmener mes chefs dans le bureau ovale avec le président Reagan. On a été reçus ensuite par Clinton, par Obama, plus récemment par Biden. Et nous avons été reçus au Kremlin. À l'époque, c'était pas Poutine, c'était Medvedev qui était le président. Nous avons été reçus par la reine d'Angleterre. Enfin, tous les grands de ce monde se sont prêtés à ce jeu. Et c'est une manière pour eux de remercier un peu tous ces chefs qui sont quand même importants pour leur vie privée, dans leur quotidien, et qui sont vraiment des serviteurs de l'État formidables. Donc pour eux, cette réception qu'ils nous donnent chaque année est vraiment quelque chose que les chefs apprécient et qui est un juste retour des choses sur tous les bons soins qu'ils procurent aux grands de ce monde. Bravo, et on reviendra tout à l'heure un peu plus tard sur votre devise. Ne la dévoilez pas tout de suite. Je la trouve magnifique. Plus de 50 chefs d'État donc rencontrés dans le cadre du club, des chefs des chefs. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il est paru évident pour vous de mettre en place un partenariat, entre guillemets, avec Ponant, justement? Je pense que, si vous voulez, on a dans ce club, bien sûr, on s'est forgé une philosophie. Cette philosophie, elle se résume à plusieurs choses. D'une part, ces chefs, si vous voulez, sont un peu les défenseurs des cuisines nationales, puisque dans chacun de leur pays, ils doivent mettre en avant la gastronomie locale, les produits locaux. Et je pense que c'est vraiment très intéressant dans une période où
on parle beaucoup de cuisine fusion, mais qui est en fait une cuisine confusion. Je crois que c'est important de conserver nos racines culinaires. Et on a aussi une devise qui dit que la meilleure cuisine du monde, c'est la cuisine de votre mère. La meilleure cuisine, c'est la cuisine française en France ou italienne en Italie. Voilà un petit peu, si vous voulez, quelle est notre philosophie. Donc, c'est intéressant, je pense, avec le Ponant qui bat pavillon un peu dans tous les ports du monde, de partager un peu ce que nous pensons sur chacune des cuisines de chaque pays. Et je pense que pour les passagers, avoir la chance d'avoir des conférences qui traitent de ce sujet, d'avoir également, on va en parler tout à l'heure, des grands chefs, des cuisiniers de chefs d'État à bord, je pense que c'est quelque chose de passionnant. Et puis également, bien sûr, leur parler de tout ce qui est derrière cette cuisine, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la gastrodiplomatie, comment la cuisine peut interférer et essayer de faciliter les contacts dans les relations internationales. Donc aussi, c'est un vaste sujet de discussion. Et je pense que le Ponant étant une compagnie qui fait beaucoup pour qui donne des conférences très intéressantes, qui non seulement visite des lieux magnifiques, mais également fait partager à ses passagers des expériences passionnantes. Nous avons pensé qu'avec le Ponant, on pourrait créer cette coopération donc qui va démarrer bientôt dans le Grand Nord. Tout à fait. Je rebondis sur ce que vous dites pour vous interroger, Philippe Blanchard. Vous êtes aussi un chef des chefs. Hein, j'ai envie de vous le dire, puisque vous êtes directeur des croisières corporate chez Ponant. Ça veut dire donc que vous dirigez tous les directeurs de croisières, que vous les managez, c'est bien ça? Ah, effectivement, Anna, c'est un métier que j'ai occupé pendant un certain nombre d'années, puis j'ai décidé un jour de passer la main et de former une nouvelle génération. Hein, faut laisser la place aux jeunes. Maintenant, j'ai eu la chance de beaucoup naviguer avec différentes compagnies. J'ai commencé chez Paquet il y a un certain nombre d'années. Certains diront à l'ère jurassique, mais déjà la transmission d'un art de vivre à la française sur de très jolis paquebots, et je retrouve en Ponant justement cette philosophie partagée. Donc je recrute, je forme et je planifie donc le plateau des directeurs de croisière, à savoir ces personnages assez charismatiques qui accueillent nos passagers, nos intervenants, qui vont gérer l'enrichissement. Il est certain que nous avons la chance d'accueillir des conférenciers, des artistes de renom, des historiens, des journalistes qui vont apporter cet enrichissement dans le cadre de cette promiscuité avec nos passagers. Donc c'est un moment absolument extraordinaire pour nos passagers de pouvoir apprécier le temps d'un voyage, et bien autant de découvertes, à la fois des découvertes géographiques, mais aussi autour de thèmes. Comme l'a dit Monsieur Bragard, les thèmes sont nombreux chez nous, issus de différents partenariats. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, j'ai la chance de pouvoir participer à la préparation de ces croisières avec différents services chez Ponant. C'est qu'on a une équipe considérable de passionnés, à la fois pour aller chercher l'itinéraire, pour réfléchir à ces croisières à thème, de convoquer, d'inviter les différents intervenants, et puis de partager des passions communes à nos passagers. Et pour eux, c'est un véritable privilège que de pouvoir côtoyer bien ces grandes personnalités qui deviennent des compagnons de voyage. Ça donne lieu à des échanges absolument savoureux, hein, si on veut faire une connotation un peu gastronomique. Tout à fait. On m'a dit que vous connaissiez exactement l'emplacement de chaque bateau sur les zones géographiques qu'on a devant nous. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire quelle est la saisonnalité peut-être des départs de croisière qu'on voit ici?
Absolument. Alors bon, c'est toujours bien de lire les cartes, hein, et là vous avez une planisphère absolument formidable. Hein, donc, effectivement, la saison estivale s'est terminée il y a plusieurs mois maintenant. Donc nos navires ont cheminé pour rejoindre le pôle sud, en quelque sorte, la région antarctique, pour au départ d'Ushuaïa partir à la découverte de cette faune et de cette flore absolument abondante pour les croisières d'expédition antarctique. C'est le cas pour donc nos navires d'expédition polaire. Ils ont pris place il y a quelques semaines pour commencer les premières rotations sur une campagne qui durera à peu près 3 à 4 mois jusqu'à la mi-mars, date à laquelle ils remonteront cette fois pour être présents sur la zone arctique au cours de l'été prochain. D'autres croiseront dans des eaux plus tropicales. C'est le cas pour 2 navires qui sont, à l'heure où je vous parle, viennent de rejoindre la Caraïbe, quand d'autres sont basés sur l'Océanie, entre l'Australie et les Moluques ou le Japon d'ici quelques mois, donc qui propose aussi des itinéraires absolument fabuleux. Et puis bien sûr l'océan Indien, qui est un autre endroit où il fait bon vivre en hiver, et profiter de magnifiques croisières à la découverte des populations autochtones, mais aussi de faune et de flore absolument endémiques sur ces zones, toujours avec un encadrement composé de naturalistes, d'équipes d'expédition pour aller au plus proche de ces territoires et les découvrir passionnément, j'ai envie de dire. Très bien, ça donne déjà envie de partir. Un petit mot peut-être aussi sur une autre partie de l'ADN du Ponant qui est la responsabilité environnementale. Effectivement, comme vous le savez, donc notre flotte composée de 13 navires dernier cri dispose des dernières technologies pour minimiser l'empreinte de notre passage. Donc nous disposons d'un bureau recherche et développement pour réfléchir à ces concepts et puis montrer l'exemple en quelque sorte pour un tourisme toujours plus durable et responsable. Donc là, ça fait véritablement partie de notre ADN. Si on prend l'exemple aussi de notre fleuron, le commandant Charcot, qui est l'un des premiers navires à accueillir des équipes de scientifiques pour mener différentes expériences sur les zones que nous avons la chance de traverser, parce que le premier aspect de nos navires, ils sont de petite taille et permettent à nos passagers d'aller absolument partout. Ça a été l'un de nos slogans un peu publicitaires ces dernières années, c'est d'aller là où les autres ne vont pas. Les autres représentent finalement ces navires toujours plus gros, au tonnage toujours plus important, qui sont des navires destination à part entière. Nous avons pris depuis longtemps, et nos fondateurs, il y a 37 ans maintenant, qui étaient des marins de la marine marchande, ont pris ce parti justement et ont pris ce contre-pied, à savoir de rassembler nos passagers, des passagers curieux de voir le monde et de pouvoir les transporter sur des itinéraires les plus confidentiels et d'être émerveillés finalement par la nature et ce que la mer peut nous apporter. Tout à fait. Et c'est d'autant plus important de respecter cette nature justement avec votre type de bateau. Revenons à vous, Gilles Bragard. Donc, on vous voit, c'est quoi cette photo ? Qui réunit-elle en fait ? Là, c'était la dernière réunion des chefs à Paris, il y a 4 ans. Donc, nous avons été reçus, bien sûr, à l'Élysée pour un déjeuner avec le président. Et donc, ce sont tous les chefs qui étaient présents à cette réunion, avec des tabliers bleu, blanc, rouge pour, bien sûr, honorer les couleurs de la France. Et cette photo a été prise au Plaza Athénée, qui était le siège de notre réunion. D'accord. Voilà, puisque pour recevoir ces grands chefs, il faut aussi de grands établissements, de grands hôtels et puis de beaux bateaux de croisière. Là, on vous voit aussi justement avec Barack Obama, vous nous en parliez tout à l'heure. Lors de notre réunion de l'époque avec le président à la Maison Blanche. Donc là aussi, vous avez toute la brochette de ces chefs. Donc
Ils ont bien sûr tous une belle veste de cuisine brodée aux armes de leur pays. Est-ce que c'est celle que vous avez inventée? Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, vous voyez, tout se recoupe. C'est un parcours très cohérent. Voilà. Si on parle, donc vous nous en parliez tout à l'heure de gastronomie et de diplomatie en mer, la Oui. croisière du Club des chefs qui va avoir lieu, elle sera en présence de Christetta Comerford. C'est bien ça? C'est ça. Alors, Christetta Comerford est une grande personnalité de la gastronomie américaine, voire mondiale, puisqu'elle a été chef de la Maison Blanche pendant de nombreuses années, arrivée avec les Clinton, et donc elle vient juste de prendre sa retraite. Elle était donc au service du président Biden, elle a été avant au service du président Trump. C'est elle qui a fait le dîner d'intronisation de Trump pour son deuxième mandat. Donc c'est extraordinaire d'avoir cette personnalité qui a connu plusieurs présidents américains, toujours fidèle à son poste et qui est vraiment une femme formidable, une grande chef, qui a un parcours aussi étonnant puisqu'elle est d'origine philippine. Que la chef de la Maison Blanche était une femme et de plus d'origine philippine, c'était aussi quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vraiment quelqu'un de passionnant qui sera ravi de faire partager un petit peu toute son histoire, de répondre aux questions des passagers. Alors bien sûr, on ne parle pas de secret d'alcôve quand nos chefs s'adressent au public, puisque ça fait partie du domaine privé. Mais en revanche, il y a tellement de questions importantes sur la gastronomie, sur l'organisation des dîners d'État, sur des petits détails, parfois des petites anecdotes qui sont possibles, puisque il faut aussi pour ces chefs s'adapter à chaque président. Chaque président nouveau a de nouvelles habitudes alimentaires, n'a pas forcément la même culture. Donc Christetta est vraiment quelqu'un de formidable et qui va pouvoir, comme maintenant, elle a un peu de temps, ça aurait été difficile de la faire venir quand elle était en fonction. En poste. C'est des gens qui ont des plannings très, très serrés. Mais là, elle va avoir tout loisir, non seulement de préparer un dîner de gala, avec des recettes, bien sûr, de la Maison Blanche. Donc, nos passagers pourront, pendant un temps, être traités comme les présidents américains, avec vraiment de grands moments gastronomiques. Et je crois qu'elle va aussi donner des recettes pour que chaque jour, pour le déjeuner, il y ait une recette donc, de la Maison Blanche qui soit présentée. Je crois, Philippe, que vous vouliez intervenir sur le côté immersif justement de ces croisières thématiques et notamment gastronomiques. Absolument. D'une part, je constate qu'elle se fera à bord du commandant Charcot, qui est en quelque sorte notre navire amiral, le fleuron de la flotte Ponant aujourd'hui, dans un cadre absolument extraordinaire, puisqu'il vous permet de découvrir eh bien le golfe de Botnie et de traverser ces glaces en quelque sorte, parce qu'à cette époque de l'année, eh bien c'était quasiment la banquise qu'il faut franchir pour repartir à la découverte de ces différentes escales, l'encadrement d'une équipe de naturalistes avec une pléiade d'activités, les sorties en raquettes ou à l'intérieur de ce traîneau tiré par les chiens, comme on le voit sur cette illustration. Donc c'est vraiment une expérience absolument unique, au-delà même de ce thème absolument passionnant, gastronomie et diplomatie. Donc je pense que ça donnera lieu à des échanges absolument savoureux. Passionnant. Savoureux, c'est le mot qui convient, effectivement. Donc, à bord de cette croisière, Gilles, seront présents donc Christetta Comerford, que vous venez de nous présenter, mais aussi Sylvie Berman, qui est une diplomate, Guillaume Gomez, qui est un ambassadeur gastronomique, et vous-même, vous serez présents. Est-ce que vous avez déjà une idée dans quoi ce nouveau format va enrichir la croisière? Comment, de quelle façon la présence de ces différents invités à bord va permettre d'enrichir et d'apporter autre chose
que de simples escales, on va dire entre guillemets, aux passagers. Oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de thèmes qui seront abordés pendant les conférences. Je crois que ce qu'on appelle maintenant la gastrodiplomatie, c'est un terme qu'on a mis à la mode. C'est quelque chose qui est très actuel. Quel est le rôle de la gastronomie pour le rapprochement des peuples? C'est quelque chose aujourd'hui essentiel, d'autant plus que le monde que nous vivons aujourd'hui est assez compliqué et incertain. Donc la gastronomie est là pour rassembler. La table est un lieu de rassemblement, c'est un lieu où on échange, c'est un lieu où on essaye de régler les problèmes. Donc il y a toute cette thématique qui sera développée bien sûr par la chef et par notre ambassadrice, ex-ambassadrice de France en Russie, hein, que l'on voit souvent sur les plateaux de télévision. Et ça sera intéressant de voir un échange entre l'ambassadrice et le chef, parce que vous parlez aussi de Guillaume Gomez, qui est ambassadeur de France pour la gastronomie, puis qui a été auparavant chef de l'Élysée pendant plus de 20 ans. Donc, il a servi différents présidents français. Donc, ce sera passionnant de voir ces échanges entre l'ambassadeur pour qui le chef est quelque chose c'est l'assistant primordial de l'ambassadeur dans les rencontres. Vous savez que Talleyrand, qui était un grand diplomate, disait à Louis XVIII, donnez-moi, en partant au congrès de Vienne, donnez-moi de grands cuisiniers et je vous ferai de grands traités. Et je crois que c'est toujours actuel aujourd'hui. Et dans l'histoire, il y a beaucoup de cas où la gastronomie a joué un rôle vraiment sur la politique et sur la diplomatie. Donc Guillaume est quelqu'un de passionnant puisqu'il a été longtemps au fourneau de l'Élysée. Ensuite, le président Macron lui a demandé d'être ambassadeur de France pour la gastronomie, donc pour représenter, et représentant personnel du président, pour représenter la gastronomie française à travers le monde. Aujourd'hui, la gastronomie est une partie très importante du soft power. Avant, le soft power, c'était principalement la culture, les arts, le sport, mais la gastronomie maintenant est vraiment quelque chose de très important. Beaucoup de pays se font connaître par la gastronomie. Si vous prenez par exemple le Pérou, la cuisine péruvienne fait en sorte que on ouvre des restaurants péruviens, les gens connaissent le Pérou, alors que vous ne connaissez pas la Bolivie, parce que on met pas en avant la cuisine bolivienne. La Corée, la Corée s'est fait connaître par sa gastronomie, et chaque restaurant coréen d'un pays qui s'installe quelque part deviennent des petites ambassades. C'est pour ça que moi je dis toujours, un restaurant français qui s'ouvre à New York, à Londres ou à Berlin est une ambassade pour la France, parce que non seulement vous vantez, vous montrez ce que le pays a de meilleur dans sa gastronomie, et également vous faites la promotion des produits. Donc c'est vraiment quelque chose de passionnant. Donc il y a énormément de sujets qui vont pouvoir être abordés pendant cette croisière. Et puis nous aurons aussi la chance d'avoir j'ai eu l'accord du président de Finlande pour que son chef puisse venir à bord pour une soirée pour présenter la gastronomie de son pays et faire quelques recettes finlandaises. Donc voilà, il va y avoir plein de choses passionnantes. Tout à fait. Par rapport justement à cette diplomatie, alors vous dites gastrodiplomatie ou diplomatie culinaire? Qu'est-ce que vous préférez? Non, alors là, on va rentrer dans... On rentre dans le débat. La gastrodiplomatie, on considère que quand on s'adresse de peuple à peuple, hein, c'est-à-dire c'est la cuisine, c'est les restaurants français à l'étranger, etc. Et la culinary diplomatie, la diplomatie culinaire, c'est la diplomatie, c'est les rapports entre chefs d'État avec l'aide de la gastronomie. D'accord. Voilà, c'est deux ça la différence entre les deux choses. Donc la gastrodiplomatie, oui, c'est le soft power, hein, si vous voulez. Et la diplomatie culinaire, c'est le fait d'organiser, de faire en sorte que les rencontres diplomatiques se passent sous les meilleurs auspices, autour d'une bonne table, de grands mets, de bons vins, pour faciliter les échanges. Voilà un peu la distinction qu'on peut faire entre les deux.
on est friand d'anecdotes au cours de nos visioconférences. Est-ce qu'il y a justement un souvenir marquant? Alors à l'un et à l'autre, hein. On va commencer par Gilles, mais Philippe, vous êtes invité à répondre aussi à cette question. Un souvenir ou une anecdote marquante en l'occurrence, de moments gastronomiques auxquels vous avez pu participer. Oui, c'est sûr que des anecdotes, il y en a beaucoup. Des anecdotes avec les chefs d'État. Le président Chirac disait toujours, c'est une table au moins, c'est le seul endroit où je peux décider moi-même. J'avais pas mes conseillers pour me dire ce que je dois manger. Par contre, il y avait Bernadette qui veillait quand même à ce qu'il n'y ait pas trop de beurre dans les escargots, puisque c'était du dimanche. Et le chef mettait toujours un petit peu de beurre d'escargot en plus pour le président. Je fais ça en douce sans que madame le voie parce que il était sous surveillance quand même malgré tout. Et puis je peux vous citer aussi un exemple assez intéressant. Quand Trump est venu à Paris pour le 14 juillet, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait été reçu Oui. et Macron avait prévu de l'inviter à la Tour Eiffel en dîner privé, donc les deux présidents avec leurs épouses. Et quelque temps avant, Madame Macron était dans un dîner du G8 en Italie. Et là, elle était à côté de Trump et Trump n'a rien mangé. Toutes les plats sont arrivés alors que c'était un chef 3 étoiles italien qui avait fait le déjeuner. Donc elle a commencé à paniquer en disant mais qu'est-ce qu'on va faire si on sert à table quand vous êtes sur une table avec 30 personnes, ça se voit pas trop, mais quand vous êtes en tête-à-tête, c'est plus compliqué. C'est plus complexe. Voilà. Et Alain Ducasse, qui était chargé du dîner, m'appelle. Il me dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu peux savoir un petit peu ce qu'il faut lui donner à manger? Donc bien sûr, j'ai appelé Christeta, qui sera là, donc comme Airfort, qui me dit de toute façon c'est simple. Il adore une bonne sole meunière. Et il a également une chose, c'est que la viande, il adore le filet de bœuf archi cuit. Ah. En revanche, pas du tout de légumes crus, pas de poissons crus, pas de choses comme ça, alors que les Italiens avaient fait des carpaccio, des choses comme ça. Et donc, Alain me dit, voilà, on va lui faire la meilleure sole meunière qu'il ait jamais mangée, et puis un filet de bœuf, ajoutera un petit peu de foie gras. et le repas a été formidable. Et Trump, en sortant, a été dire à la presse qu'il avait fait un dîner extraordinaire. Voilà, comme quoi c'est important, vous voyez, un repas où tout se passe bien, où votre invité adore ce que vous lui servez, ça veut dire que ça les met dans de meilleures conditions pour discuter. Ça ne veut pas dire que la face du monde en a été changée, mais c'est pour dire combien c'est important. Sait-on jamais. Voilà, sait-on jamais ce qui peut advenir après une bonne sole meunière, on ne sait pas. L'effet papillon. Churchill avait l'habitude de dire que s'il avait dîné plus souvent avec Staline, la face du monde en aurait été changée. Je n'en doute pas. Et vous, Philippe, est-ce que vous avez une anecdote aussi peut-être ça me rappelle en effet beaucoup de souvenirs d'écouter Monsieur Bragard parce que j'ai eu la chance assez souvent d'accueillir de grands chefs dans le cadre de croisières gastronomiques. Il y a toujours un certain stress au départ de la part des chefs qui vont jouer en quelque sorte à l'extérieur parce ils ne sont pas dans leur cuisine ou dans leur restaurant étoilé. Et là, il faut se familiariser rapidement avec la cuisine et la brigade du navire, vérifier les approvisionnements qui ont été commandés en amont pour la préparation des grands dîners. Donc les croisières gastronomiques étaient forcément nombreuses. J'ai un souvenir assez marquant avec le regretté Joël Robuchon, par exemple, qui était venu chez Paquet à l'époque dans le cadre d'une croisière gastronomique et il ne cuisinait plus à l'époque. Enfin, il avait ses restaurants et il faisait travailler ses équipes, mais on avait réussi, nous étions parvenus à le solliciter pour faire une démonstration de cuisine. Dans le cadre d'un atelier, alors au théâtre, on avait filmé, on avait mis 2 équipes vidéo pour suivre vraiment la gestuelle du chef avec des commentaires. Alors souvenez-vous, il avait une voix assez douce pour expliquer avec le mot choisi et
ça avait eu un impact absolument extraordinaire sur notre public. Il y avait un silence religieux. Véritablement dans le théâtre pour le voir à l'œuvre. On avait vraiment créé l'événement et c'est grâce justement à cette ambiance sur le navire. Parce qu'au départ, si on lui avait demandé en amont, je pense qu'il aurait refusé. Mais là, l'ambiance aidant, de constater qu'il avait affaire à un public épicurien et curieux de tout. J'ai envie d'utiliser ce barbarisme d'épicurieux finalement pour résumer Oui. la personnalité de nos passagers. Ça avait été un succès considérable. Enfin, il y en a tant d'autres, mais c'est toujours, si on veut paraphraser Talleyrand, donnez-moi de grands chefs, de grands intervenants et nous ferons de belles croisières. Et là, je pense que le plateau rassemblé par Monsieur Bragard à bord de nos navires, je pense que le succès me semble bien garanti. Alors, on voit là justement à l'écran une ambiance, on va dire, à bord des bateaux Ponant. Là, c'est quel bateau? C'est le commandant Charcot dont Là, on c'est voit le la commandant salle. Charcot. Effectivement, c'est le restaurant du CAS, du commandant Charcot. Et déjà, vous voyez que nos navires, d'une part, ne sont pas bling-bling, hein, mais sont très raffinés, très confortables. On retrouve la patte et la signature de notre architecte qui a dessiné l'ensemble des navires de la flotte, qui est Jean-Philippe Nuel, où la mer est toujours finalement en arrière-plan. Hein. On a véritablement une transparence, une vue mer imprenable, que vous soyez dans votre cabine, mais aussi dans les salons ou les restaurants, parce que finalement, dans le cadre de nos croisières, c'est la nature qui commande. C'est-à-dire que l'observation, la contemplation reste la première activité à bord de nos navires. Certes, nous avons un enrichissement des conférences, un vaste programme d'animation qui est proposé, mais si l'on aperçoit au loin l'ours polaire en Arctique ou un banc de baleines en phase de nourrissage est observé depuis quelques minutes et on sait que on va pouvoir profiter de ce moment pendant 30 minutes, 3/4 d'heure, eh bien, on va bousculer notre programme pour faire de cet événement la priorité. Inviter nos passagers à s'équiper de leur parka offerte dans le cadre de ces croisières polaires pour qu'ils puissent, pendant cette parenthèse enchantée, en profiter au maximum. Et puis, on reviendra sur la conférence, on reviendra pour le dîner. Bref, nous avons la chance de pouvoir être très flexible et d'avoir des équipages extrêmement flexibles pour bousculer notre programme et contempler finalement, parce que nos passagers ont fait des milliers de kilomètres pour aller voir et voir. Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure, Gilles Bragard, d'Alain Ducasse, qui signe aussi la carte, on va dire, des bateaux Ponant, des menus des bateaux Ponant, et qui est aussi à la tête du Nunia, le premier restaurant gastronomique en mer, on pourrait dire. Est-ce qu'on pourrait savoir déjà un petit peu plus sur la composition des menus de cette croisière exceptionnelle avec Christetta Comerford? Alors ça, c'est Christetta qui s'en charge, qui est en rapport avec les équipes culinaires du Ponant. Moi, n'étant pas un chef, je fais entièrement confiance au chef pour la réalisation de ces menus. Donc moi, j'interviens en tant que dégustateur, pas du tout en tant que préparateur des repas, parce que je pense que les passagers seraient peut-être un petit peu déçus si j'étais en cuisine. Est-ce qu'il y a un des chefs d'État, quel est le chef d'État le plus gourmet que vous ayez rencontré? Alors, le chef d'État les plus gourmets, ça c'est toujours une question un peu compliquée. Si on prend la France, je pense que Chirac aimait bien la cuisine. Il adorait la cuisine bourgeoise, voilà, les plats traditionnels. Tête de veau, la fameuse tête de veau. Oui, alors ça c'est un peu une légende. Parce que une fois, il a dû dire à la presse qu'il avait mangé une tête de veau. Il a dit que c'était bon. La tête de veau lui a été servie 3 fois à l'Élysée.
Oui, Et alors, le effectivement. problème, c'est que partout où il allait, souvent, pour lui faire plaisir, on lui servait une tête de veau. Donc, moi, j'ai dit au chef, dites aux journalistes qui vous posent la question, dites ce que le chef d'État n'aime pas. Et le chef de la Maison-Blanche à l'époque avait dit que Bush n'aimait pas les brocolis. Mais ce qui s'est passé, c'est que 15 jours plus tard, il y avait des producteurs de brocolis qui manifestaient dans la Maison-Blanche. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement Ah, politique de dire ce que le président aime ou n'aime pas. Et, mhm. et par contre, bon, il y en a qui s'intéressent. Bon, Sarko s'intéressait pas du tout à la cuisine, c'était du temps perdu pour lui. Donc, il avait ramené les dîners d'État, il avait supprimé le fromage pour les déjeuners, les dîners d'État pour gagner 5 minutes. Ce qui n'était pas tellement une bonne idée parce que les fromages, c'est quand même une partie importante de notre gastronomie française. Alors, il avait fait une exception pour Angela Merkel adorait le fromage. Et quand Angela Merkel venait déjeuner ou dîner à l'Élysée, il disait toujours au chef, n'oubliez pas les fromages pour Angela. Voilà. Ah, voilà. Là, si vous voulez, c'est pas. Bon, la plupart des chefs d'État sont quand même des gens qui ont vécu, qui ont été au restaurant, donc c'est quand même des gens qui sont assez gourmands. La Hollande était bien la cuisine, Macron également, il est assez gastronome. Ça a été le premier président à dire publiquement qu'il aimait le vin. Donc, ce qui est une bonne chose parce que la filière viticole en France est quelque chose d'important. Et je vous dis, il y a Tout à toujours, fait. derrière des messages, il faut toujours faire attention parce qu'il y a toujours une connotation politique. Hein. Tout à fait. Donc en général, on dit toujours que les chefs d'État aiment tout. Ils mangent du poisson, de la viande, du vin rouge, du vin blanc, truc. Sauf Monsieur Trump qui boit que du Coca Zéro. Ah, bon. Voilà. En tout cas, j'imagine que ça fait partie d'un cahier des charges important que de connaître à l'élection d'un nouveau chef d'État ses préférences culinaires ou ses allergies. Ah oui, Voilà. oui, tout à fait. Mais ça, c'est aussi, si vous voulez, c'est pour ça que c'est un métier compliqué. Il faut s'adapter à chaque président. Quand vous avez un changement de président, voire un changement même de roi ou de reine. La reine d'Angleterre adorait le foie gras. À chaque fois qu'elle venait en visite officielle en France, on lui servait du foie gras. Par contre, le roi Charles, son fils, a interdit le foie gras à Buckingham maintenant pour des raisons écologiques, animales, etc. Donc, vous voyez, quand on passe de l'un à l'autre, il faut aussi s'adapter. Et, Tout à fait. et ça, ça fait partie du métier. Comme ce qui est aussi important pour eux, quand vous avez le même client 365 jours par an, eh ben, il faut avoir un grand registre culinaire. C'est pour ça que ces chefs sont des chefs extraordinaires, parce qu'il faut se renouveler en permanence, savoir faire des choses simples, comme des choses hyper compliquées dans un dîner d'État. Donc c'est pour ça on va avoir beaucoup de choses à raconter à nos passagers pendant cette croisière. Je n'en doute pas, je le pressens. Est-ce que certains chefs d'État avaient l'habitude parfois de se mettre derrière les fourneaux et partager des recettes avec d'autres chefs? Non. Pas vraiment? Non, c'est pas. Non, vous savez, le programme d'un chef d'État est assez dense, ils n'ont pas trop le temps. J'imagine. Voilà. Encore que quand on a été, la dernière fois qu'on a été à la Maison Blanche, c'était mal tombé le jour du déjeuner que où nous étions invités par les Biden. C'est le jour où Netanyahou a attaqué Gaza. Donc le président était dans la War Room. C'est sa femme qui était là pour le déjeuner et il nous envoyait des selfies dans la cuisine où il était vite parti se manger un sandwich. Non, Effectivement. les chefs je ne connais pas de chef. Si le roi de Suède, de temps en temps, aimait un peu faire la cuisine, Mais non, c'est quelque chose qu'ils font peut-être en privé, mais en tout cas pas en public. Pas en public. Vous parliez d'Emmanuel Macron qui a remis à l'honneur le vin. Oui. La transition est toute trouvée après ce film, ce petit film qui va présenter le commandant Charcot, dont vous nous avez parlé avec des termes choisis, Philippe Blanchard. Donc on regarde ce petit film
Et ensuite, on va parler d'une croisière en partenariat avec Vins de France. Avant de parler de ces croisières à thématique gastronomique avec Philippe Blanchard, je voulais qu'on découvre ensemble, Gilles, votre devise. Ah, alors la devise qui est ma devise et qui est devenue la devise du club, c'est la politique divise les hommes, mais la bonne table les réunit. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai en politique, c'est vrai aussi dans les affaires, c'est vrai en famille. Donc, le rôle essentiel de la table qui rassemble. Et je crois que aujourd'hui, il faudrait que nos chefs d'État soient très souvent à table et mangent de bons plats pour faire en sorte que notre monde devienne meilleur. Tout à fait. Donc, c'est un défi aussi à relever pour les cuisiniers qui participent au club des chefs des chefs. Donc, dans les croisières thématiques que vous vouliez mettre en avant, Philippe, il y a notamment cette croisière en partenariat avec le magazine Cuisine et Vins de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Mais effectivement, comme vous le découvrez à l'image, donc une croisière qui vous permettra de découvrir les saveurs des îles des Caraïbes, hein, un très très bel itinéraire entre Fort-de-France et Fort-de-France, donc de 8 jours, 7 nuits à bord d'un navire de petite taille, une fois encore, le Dumont d'Urville, qui peut accueillir jusqu'à 180 passagers, qui fait partie de la série des Explorers, donc des navires d'exploration, mais qu'on retrouve dans des contrées beaucoup plus tropicales pour partir à la découverte de ces différentes îles, une fois encore, avec une équipe qui vous permet d'aller au plus proche des sites les plus confidentiels, avec des débarquements en Zodiac pour aller directement sur les plages, profiter la journée de ces escales encadrées, et puis de venir profiter. Ah, vous nous entendez, Philippe ? Cuisine et vin, et quelques intervenants choisis pour venir partager leur passion dans le cadre de conférences et de moments d'échange à bord du navire. Donc une croisière bien enrichie. Alors, d'après mes informations, à bord de cette croisière seront présents le chef étoilé Marcel Ravin, le chef pâtissier Eddie Benganem, et Sophie Menu-Jovanovic. C'est bien ça ? Absolument, qui choisit les intervenants et qui coordonne justement toute la thématique au nom de Cuisine et Vins de France. Autre itinéraire que vous souhaitiez mettre en avant, une croisière dans l'Atlantique cette fois-ci. Cette fois en partenariat avec Relais et Château, donc la découverte de ces îles emblématiques de l'Atlantique, hein, l'une des plus belles, telles que Madère par exemple, et puis les îles des Canaries, une fois encore, donc des itinéraires assez rares, puisque vous voyez nos navires, c'est un peu sur le passage de la transatlantique en quelque sorte, hein, donc des
des îles où il fait toujours beau finalement parce que vous avez un microclimat tout à fait tempéré, des températures agréables, des populations accueillantes et puis de belles escapades, une fois encore proposées dans le cadre de ces croisières, donc au départ de Las Palmas, de Gran Canaria jusqu'à Lisbonne, donc 11 jours et 10 nuits à bord du Bello, autre navire de la série des Explorers. Avec cette fois-ci à bord le chef étoilé Xavier Mathieu et un vigneron qui sera présent également et dont le nom est Michel Chapoutier. Absolument. Parmi tous ces itinéraires, évidemment, donc on le voit, il y a des croisières gastronomiques, il y a d'autres croisières thématiques dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Et justement, par rapport à l'offre de Noël que vous proposez en ce moment, donc qui est une offre de 10% supplémentaire sur une sélection de croisières, une offre qui est disponible jusqu'au 5 janvier uniquement, vous avez mis en avant aussi des croisières thématiques, je crois. Donc moi, j'ai pu faire ma petite liste. J'ai vu qu'il y avait donc 145 départs pour des départs donc de décembre, c'est-à-dire des départs de dernière minute maintenant jusqu'à mars 2027. Donc ça laisse le temps de s'organiser. Parmi ces croisières, il y a certaines croisières thématiques, notamment des croisières art, bien-être, histoire et géopolitique, musique et danse, gastronomie évidemment. Le point commun de toutes ces croisières thématiques, quel est-il en fait, Philippe Blanchard? Alors, depuis un certain nombre d'années, nous avons différents partenariats. Vous parliez des croisières à thème musical, par exemple, avec Radio Classique. Et cette fois, c'est Monsieur Alain Duhaut, Monsieur Musique Classique en France, qui rassemble autour de lui des plateaux musicaux avec de grands solistes, avec des orchestres de musique de chambre, avec des concerts qui seront donnés à bord chaque soir avant le dîner, mais aussi dans le cadre d'escales, dans des théâtres choisis pour permettre de mélanger les passions finalement, les découvertes des lieux emblématiques et puis d'y faire venir les artistes rassemblés. D'autres partenariats avec par exemple l'Opéra de Paris. Donc nous avons eu jusqu'à présent 2 éditions absolument spectaculaires de danseurs étoiles qui sont venus donner et partager leur passion. Alors, il est difficile pour un danseur étoile de faire une prestation sur un navire parfois bas de plafond. On n'a pas les grandes hauteurs de l'Opéra de Paris, mais nous avons des ponts extérieurs, nous avons des endroits où ils ont pu se produire. Et pour eux, c'est un véritable challenge, mais en même temps, une prestation époustouflante qui est proposée. Et puis, évidemment aussi, l'occasion leur est donnée d'aller se produire dans des théâtres choisis, dans les escales de notre itinéraire. En tout cas, cela a donné lieu à des moments d'échange absolument fantastiques et des ateliers. Une fois encore, on parlait d'ateliers culinaires tout à l'heure, mais par exemple de faire des ateliers de pointe à la barre, n'est-ce pas? Chaque matin, les danseurs étoiles et leurs répétiteurs sont là pour accueillir nos passagers pour lesquels cela a rappelé peut-être des souvenirs de leur enfance ou de leur jeunesse, de pouvoir, participer à ces ateliers, donc des moments d'échange absolument fabuleux. Et puis évidemment de grands partenariats avec des partenaires presse qui donnent lieu à l'accueil de grandes personnalités du monde de la politique, de l'histoire, du journalisme ou du photojournalisme, et donc une fois encore dans le même esprit que nous avons évoqué au cours avec Monsieur Bragard. C'est au-delà des conférences, c'est ces moments d'échange, sans même parler de forums que nous organisons au théâtre, mais au détour d'une coursive, dès lors que le passager rencontre au moment du thé ou au moment de l'apéritif, la personnalité, une question survient et donc ça donne lieu à des moments d'échange et dans le cadre évidemment aussi de nos voyages et des itinéraires choisis. Donc tous sont compagnons de voyage, tous ont été témoins des mêmes événements au cours de la journée et donc ça donne lieu à des discussions totalement enrichissantes.
C'est passionnant en tout cas et j'invite tous nos spectateurs à nous solliciter pour voir justement la liste très complète de tous les itinéraires qui sont proposés dans le cadre de cette offre de Noël. Avant de nous quitter et de vous remercier vraiment du fond du cœur, messieurs, parce que c'était une discussion passionnante autour de la gastronomie, mais aussi autour de la politique et de toutes ces petites anecdotes qui font le sel de vos métiers respectifs. Est-ce que Gilles Braga, vous connaissez déjà la date de prochaine réunion du Club des chefs et où elle aura lieu? Alors, elle aura lieu à Dubaï, Abu Dhabi. La date n'est pas encore formellement décidée, mais ce sera à l'automne 2026. Donc, là, nous rassemblerons, j'espère, 25 à 30 chefs pour cette réunion annuelle. Très bien. Et on aura le plaisir de vous retrouver à bord, donc, en compagnie de Christeta Comerford, donc pour cette première édition. J'espère qu'elle sera suivie d'autres éditions dans les années à venir. Bien sûr, bien sûr. Nous avons 25 chefs, donc ça fait 25 croisières. Il y a de quoi faire. Hein, il y a de quoi faire. Et vous, Philippe, est-ce qu'il y a une croisière que vous voulez nous recommander ou qui a votre faveur avant de nous quitter? Elles l'ont toutes. Elles l'ont toutes, Anna, c'est ça. C'est difficile de faire un choix, mais on a envie d'aller voir ou revoir. Vous savez, quand un voyage se rêve, une croisière se rêve, elle se vit, on s'en souvient après, avec tout ce qu'on a pu y découvrir, les bonnes surprises, les rencontres. Donc, moi, je ne sais absolument pas. C'est vraiment toujours la question au piège. Après, chaque voyageur a un peu ses zones de prédilection qui les passionnent. Donc finalement, ça tient à chacun d'entre nous de définir quels sont ses endroits préférés. Tout à fait. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup à tous les deux, Gilles, Philippe, d'avoir participé à cette visioconférence, d'avoir partagé votre passion. On sent que vous êtes tous les deux des passionnés de ce que vous faites. Et votre parcours d'ailleurs en est l'illustration à chacun de vous deux. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de réussites dans le cadre de vos futurs projets. Et à vous tous, spectateurs, je vous dis à très bientôt et j'espère que vous allez pouvoir profiter de cette offre exclusive que nous proposons à l'issue de cette visioconférence Ponant. Merci. Merci à tous. Merci, oui. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.